expliquer et analyser le fonctionnement, ainsi que, bien sûr, tracer les signaux électriques à la sortie. Quand je dis signaux électriques, je parle des grandeurs, c'est-à-dire courant ou bien tension. Ainsi, bien sûr, que la détermination de la valeur efficace des grandeurs électriques à la sortie. Alors, on commence une petite présentation par une situation problème. Bien sûr, personne ne peut être à l'abri d'une coupure de courant. Mais la question qui se pose, qui c'est qui peut nous garantir une continuité d'alimentation? Ça veut dire, quand on a de la bouffe au sein de nos réfrigérateurs, comment vont se sentir ou bien comment vont se préserver ce qui est à l'intérieur durant la coupure de courant? Quand on travaille sur une machine informatique où le contenu est vraiment intéressant, comment va-t-on faire pour ne pas perdre ce contenu-là? Alors, la question qui se pose, est-ce qu'on peut garantir la continuité d'alimentation? Donc, alors la situation, problème que j'ai prévu pour notre cours, bien que les réseaux électriques soient de plus en plus fiables et les pannes de courant de plus en plus rares, les perturbations de courant provoquent encore de graves dégâts au niveau des équipements informatiques ou de données. Bien sûr, donc quand je dis ici des perturbations de courant, ça peut être coupure ou bien ça peut être une élévation du courant. Alors, en outre, on a dit les coupures de courant, les différentes formes de variation de la tension et de la puissance disponibles, en particulier les surtensions dangereuses provoquées par la foudre, variable que personne ne peut contrôler. Alors, quelles sont ces conséquences de ces perturbations? Les pertes de données quand il s'agit d'un appareil informatique, des dégâts matériels, bien sûr, au sein de quelques quartiers, on peut vivre ce genre de dégâts, et puis arrêt et démarrage intempestifs. Bien sûr, parfois, on peut se retrouver avec des arrêts prolongés et pertes de production. Donc, on peut penser à une alimentation de secours, c'est-à-dire c'est une alimentation qu'on peut avoir chez nous ou bien dans nos services prestigieux, c'est-à-dire des services qui nécessitent une continuité permanente d'alimentation, on peut adopter une alimentation de secours. Alors, la question d'aujourd'hui, comment fonctionne cette alimentation et quel est son principe de fonctionnement? Les alimentations contiennent des condensateurs, c'est le premier élément auquel on pense quand on pense à emmagasiner une énergie ou bien à garder une énergie, ce sont les condensateurs. Mais chose à niveau deuxième année dont vous êtes capable de différencier, c'est qu'on est bel et bien conscient que les condensateurs emmagasinent tout ce qui est continu, mais l'alimentation se fait en alternative. Alors la question qui se pose, c'est comment? Donc, les alimentations contiennent des condensateurs qui emmagasinent suffisamment d'énergie pour pouvoir faire face aux coupures de courant. D'autres équipements, comme les appareils de réseau, ne disposent pas de ce type d'alimentation et seront plus souvent interrompus par les coupures. Les surtensions concernent tous les appareils. Alors, de ce côté-là, j'ai prévu un petit schéma qui va nous éclaircir notre situation problème ou bien qui va nous positionner, comme j'ai lancé au début, on va positionner notre convertisseur au sein d'un système pluritechnologique. Pour moi, j'ai estimé que la liaison entre alimentation et charge ou bien et installation, c'est tout un système. Alors, comme vous voyez, le secteur peut directement alimenter les appareils à protéger. Bien sûr, quand je dis les appareils à protéger, pour moi, c'est l'installation ou bien la charge. Donc, je peux, en cas permanent ou bien en cas où il n'y a pas de problème, je peux l'alimenter directement. Vous voyez très bien qu'il y a un filtre qui précède mon alimentation. Et ceci, bien sûr, on sait très bien d'après le cours que vous avez vu en ATC, le filtre a une multitude de fonctions. C'est l'annulation des signaux parasitaires, l'annulation des fréquences indésirables, etc. Alors, ou bien mon installation peut être alimentée via un autre chemin, c'est-à-dire quand il n'y a pas de problème, c'est OK de ce niveau-là, mais quand il y a un problème, alors l'énergie est en permanence passe à travers un redresseur qui n'est un convertisseur alternatif direct, alors que vous avez déjà vu au début de la fonction distribuée, l'énergie récupérée à la sortie de ce redresseur va se trouver stockée dans des batteries
de condensateur, mais en cas de besoin, bien sûr, si je veux extraire cette énergie pour alimenter mon installation, je dois l'appeler, mais elle est continue, mes récepteurs sont en alternatif, alors à ce niveau-là, je dois activer la procédure de la conversion depuis le continu vers l'alternatif. Mais un grand point d'interrogation, avant ni d'imaginer quelque chose qui n'est pas réel. Ne vous attendez jamais à la génération d'un signal sinusoïdal. Parce que, comme j'ai dit au début, j'ai dit un signal alternatif. Un signal sinusoïdal, c'est un cas particulier. Le seul élément qui est capable de nous générer, et ça vous le savez très bien, qui est capable de nous générer un signal sinusoïdal, c'est l'alternateur qui est logé au central, hydraulique, etc. Donc, ce qu'on va récupérer, nous, c'est un signal qui sera caractérisé par des tensions pour une période positive et la même tension pour la même demi-période qui est négative. C'est ça ce que je veux dire par une tension alternative et non pas sinusoïdale. Le symbole que vous voyez devant vous, c'est un symbole de représentation. D'accord? Donc, vous voyez ici un relais dont les contacts sont complémentaires, c'est-à-dire, en cas normal, on va se retrouver avec ce relais, ce contact fermé, donc l'alimentation va passer. En cas de panne ou bien en cas de coupure, les contacts vont basculer, ce contact-là va se fermer, comme ça, l'alimentation va passer à travers, ou bien l'énergie va passer à travers ce bloc qui est l'alimentation de secours. Je signale que l'alimentation de secours est un seul exemple parmi d'autres exemples d'application de notre onduleur. Alors, principe de l'onduleur autonome. Comme vous voyez, à chaque fois, j'essaie de vous ajouter un nouveau terme. On a commencé par l'onduleur, maintenant on a appelé un nouveau terme qui est autonome qu'on va expliquer par la suite. Alors, c'est un convertisseur statique, d'accord, bien sûr, il n'est pas tournant, qui permettant l'échange de l'énergie entre une grandeur continue et une grandeur alternative. Ça, c'est une définition, si vous voulez, très superficielle. Alors, le mot autonome est fait appeler à ce niveau-là pour comprendre que notre onduleur, vu la commande qu'on va utiliser, nous les opérateurs, va imposer sa propre fréquence à la charge, chose qui n'est pas facile quand on est alimenté via le secteur par un signal sinusoïdal. La fréquence est imposée par le secteur. À ce niveau-là, la fréquence est imposée par l'onduleur. On va voir comment. Les types d'onduleurs qui figurent dans votre programme là pour pouvoir passer dans de très bonnes conditions à votre examen. Les types d'onduleurs qu'on va voir, ce sont les onduleurs de tension monophasés à 2 interrupteurs et puis les onduleurs de tension monophasés, cette fois-ci à 4 interrupteurs. Le mot interrupteur à ce niveau-là veut dire les interrupteurs électroniques. Je rappelle qu'un interrupteur électronique peut être une diode, peut être un transistor, peut être un thyristor s'il est commandé. D'accord? Pourquoi on les appelle des interrupteurs électroniques? Parce qu'ils fonctionnent en mode passant bloqué. Pour un transistor, il fonctionne en mode de saturation, bloqué, saturé. D'accord? Bloqué, passant. Pour un thyristor, il fonctionne en mode amorcé, bloqué. C'est pour cela qu'on fait appeler ce genre de composants électroniques à ce niveau-là. Parce qu'on profite uniquement de leur dualité de fonctionnement on-off. Vous voyez, il y a un petit gabarit, et si vous pouvez le trouver dans pas mal de sites ou bien pas mal de schémas. Il représente une représentation, si vous voulez, très superficielle, une entrée qui veut dire que l'entrée se fait en continu et une sortie, une petite onde qui symbolise l'alternative. Alors, on commence par les onduleurs de tension monophasés à 2 interrupteurs. On va voir le schéma, d'accord? Je vais vous donner le schéma. On va essayer de l'analyser ensemble et puis on va voir comment les signaux se tracent. Alors, donc, quand vous voyez ce schéma-là, en réalité, c'est pas ça. Donc là, qu'est-ce qu'on a fait ici? On a représenté un schéma uniquement, des symboles. Alors, ce côté-là symbolise qu'on a 2 alimentations. Excusez-moi. Donc, on a 2 alimentations continues. Bien sûr, tout le monde est capable de déchiffrer le symbole. C'est une alimentation continue. Alors, on alimente, ou bien on branche 2 interrupteurs. J'ai noté K1 et K2, mais en réalité, comme je viens d'expliquer, là, ce sont soit des
interrupteurs électroniques qui peuvent être, on va voir par la suite, ou bien des diodes, ou bien des transistors, ou bien des thyristors, selon la nature de l'application. Et au sein de tout ça, on a une charge. Ça veut dire, quel est l'objectif? L'objectif, c'est une charge qui nécessite d'être alimentée par une tension alternative. Mais vu la non-disponibilité de la source, on la branche avec des sources qui sont continues. J'ai besoin de deux alimentations, certes, j'aurais pu me brancher avec la solution où il y a une seule alimentation, mais je dois avoir besoin d'autres composants, alors on préfère adopter celle-là. Alors je répète, K1 et K2, ce sont des interrupteurs électroniques. On va voir. L'essentiel, pour le moment, on va les adopter sous forme d'un interrupteur qui, une fois il sera commandé, il va se fermer, une fois il ne sera pas commandé, il sera ouvert. Alors, donc, comme je viens de dire, la source était continue. Quand je parle d'une tension continue, j'oublie la notion du temps. Ça veut dire que la tension garde la même valeur pendant tout le temps. C'est-à-dire, si à la sortie, je veux parler de notion de fréquence, c'est à l'opérateur de le régler. Donc, c'est l'opérateur, bien c'est le cahier de charge de l'exercice bien du système qui va me fixer. Il va me dire que pendant, par exemple, 15 millisecondes, je vais me retrouver avec K1 fermé, K2 ouvert et vice-versa. Donc, je répète ce que je dis. Pendant 15 millisecondes, je veux séparer, je veux diviser cette période en deux. Ça veut dire pendant 7,5 millisecondes, je vais fermer K1, je vais ouvrir K2. J'attends, une fois c'est achevé, j'attends 7, millisecondes. L'autre, ça veut dire pour arriver à 15 millisecondes, et je fais l'inverse. Je ferme K2 et j'ouvre K1. On va voir pourquoi. Alors, suivez avec moi, s'il vous plaît, sur le petit actigramme et en même temps sur le schéma. Alors, quand on ferme K1, bien sûr, tout en maintenant K2 ouvert. Attention, je ferme K1. Alors, donc, puisque la première partie du montage est toujours active. Par contre, la deuxième partie du montage est mise hors service parce que K2 est ouvert. Alors, je vais me retrouver avec le montage suivant. La source, l'interrupteur qui est fermé. Et puisque, à notre niveau, on considère que les interrupteurs électroniques, ce sont des interrupteurs parfaits. Ça veut dire, à l'état de passage, leur résistance est très faible, donc la chute de tension est très faible, donc la tension à leur borne est zéro. Ils ne vont rien bouffer selon le passage du courant. Alors, donc là, j'ai une petite tension qui est E et j'ai une charge. J'ai l'impression que j'ai un circuit simple dont la tension va passer intégralement vers la sortie. Donc, je peux dire qu'entre 0 et T sur 2, et je répète que T est une période fixée par l'opérateur. Ça veut dire l'opérateur, s'il veut changer le cycle de fonctionnement de son montage, il peut varier T. Alors, donc, depuis 0 à T sur 2, la tension E passe intégralement à la charge. Je la trace. Et en même temps, quels sont les états de mes interrupteurs? Mon interrupteur K1 est on, K2 est off. Je les note. Je bascule vers la deuxième moitié de la période et je fais l'inverse. J'ouvre K1, je ferme K2. À ce moment-là, la charge se trouve alimentée d'une autre manière. Ça veut dire, je peux dire que la tension à la sortie de la charge s'inverse. La tension qui était au début positive s'inverse à la sortie. D'accord? Parce qu'elle était, pour la charge, était au début une tension positive. Maintenant qu'on a inversé le chemin du passage, alors c'est une tension qui, au lieu d'avoir la valeur plus E, elle a maintenant la valeur moins E. Les états des interrupteurs se sont inversés, on et puis off, et vice-versa. Alors, on constate qu'à partir de E, une tension strictement continue, on a reçu une tension qui bascule entre plus E et moins E. Alors là, donc voilà, alors c'est ce que je viens de dire comme explication. Donc E, c'est une source de tension continue, il est réversible en courant. K1 et K2, ce sont des interrupteurs électroniques commandés de manière périodique. Et la petite analyse que je viens d'expliquer maintenant, elle a été prise sous forme de deux petites phrases. Alors, les interrupteurs, en réalité, peuvent être soit des transistors en antiparallèle avec des diodes, je ne dis pas en parallèle, je dis en antiparallèle et c'est fait exprès. Je vais vous dire pourquoi, ou bien des thyristors en antiparallèle, toujours avec des diodes. Alors, les schémas,
Donc, comme vous voyez, j'ai pris un exemple, j'ai pris un autre exemple. Cette fois-ci, j'ai pris deux exemples où on a exprès changé la nature de la charge. On a une charge résistive, là, on a une autre charge qui est par exemple inductive. Mais regardez avec moi, K1 et K2, on a changé l'emplacement, le fonctionnement est toujours le même. Alors, pour le premier cas, on a pris un exemple où l'interrupteur K est un transistor en antiparallèle avec une diode. D'accord? Comme vous voyez, les circuits de commande des transistors qui sont les bases, donc le transistor ne peut être passant qu'après avoir injecté un courant sur sa base, d'accord? Et pour le bloquer, il suffit d'annuler le courant, bien sûr, sur la base. Pour le deuxième circuit, on a choisi, mais vous, s'il vous plaît, donc si on va parler au niveau examen ou bien au niveau exercice, alors pour nous, l'ensemble T et D, quand je dis T et D, thyristor diode ou bien transistor diode, se comporte comme un seul interrupteur. D'accord? Donc, même si je trace ça, je peux remplacer ce schéma avec un autre schéma où donc, D et T va être remplacé par un seul interrupteur. Exprès, j'essaie de vous faire rapprocher de l'état réel. Mais franchement, vous pouvez vous contenter d'un schéma où il y a uniquement des interrupteurs K. Alors, donc, si on cherche à déterminer ou bien à tracer les tensions et les courants au niveau de la charge résistive qui a été alimentée et dont la tension provenait d'un onduleur, bien sûr, on vient de démontrer tout de suite que la tension avait cette allure. Étant donné la charge est résistive, il suffit d'appliquer une légère loi d'Ohm au niveau de la charge. Ça veut dire l'allure sera la même puisque c'est la résistance qui va abriter la tension. Donc, la valeur de la tension est toujours E, la valeur efficace de E si vous voulez, mais le courant sera la division de la tension par rapport à la résistance. Donc, là où la tension est positive, c'est plus E sur R. Là où la tension est négative, on aura moins E sur R. Donc, les allures sont toujours les mêmes, seules les amplitudes qui vont changer par une simple application de la loi d'Ohm. Bien sûr, alors la tension V est alternative, bien évidemment, le courant aussi est alternatif. Alors, comme je viens de déclarer au début de la séance, on doit être capable de trouver la valeur efficace de la tension à la sortie. Donc, la fameuse formule pour le calcul de la valeur efficace, c'est la racine du carré de la valeur moyenne. Donc, ça, c'est la formule générale. Mais, attention, d'un seul coup, on va croire que c'est nul. On va dire, puisque la valeur moyenne de la tension est nulle, bien sûr, et ceci est dû à une valeur qui bascule entre une tension positive et une tension négative. Donc, si on applique ou bien la loi des R ou bien la loi des intégrales pour la valeur moyenne, on va se retrouver avec une valeur nulle. Mais quand on applique, regardez, c'est le carré ici qui va sauver la situation. Donc, c'est le carré qui va me sauver la situation. Pourquoi? Parce que quand je dis carré, donc tout ce qui est négatif va se transformer en une valeur positive. Alors, si je prends moins E et j'ajoute, si je prends plus E et j'ajoute moins E, on aura l'impression de se retrouver avec une seule valeur positive qui sera balayée durant tout le temps. Donc, la valeur efficace de la tension à la sortie d'un onduleur, bien sûr, à deux interrupteurs, est toujours la même valeur efficace que la tension d'entrée. Je crois que c'est simple à retenir. Donc, alors, on passe maintenant à un onduleur de tension monophasé, cette fois-ci à 4 interrupteurs. Vous pouvez le trouver nommé un onduleur en pan. Alors, le schéma de principe, donc on se retrouve avec le schéma suivant. Vous voyez que j'ai une source. Alors, si je compare avec le circuit précédent, j'avais deux sources. Maintenant, je me contente d'une seule source. Au lieu de 2 interrupteurs maintenant, je me trouve avec 4 interrupteurs qu'on peut nommer ce qu'on veut. L'essentiel, qu'on doit respecter la notation qu'on a donnée pour le restant du développement de l'exercice. Alors, je note K1 par exemple, K2, et puis K'1, et puis K'2. Ce sont les interrupteurs électroniques. Et je rappelle encore une fois que les interrupteurs électroniques, à vrai dire, ce sont des thyristors en antiparallèle avec une diode ou bien des transistors en antiparallèle avec une diode. Alors, donc, je décris quand même le petit montage. On a une source de tension qui est constante. Elle est caractérisée par une amplitude de la tension. La charge est caractérisée par un déphasage entre le courant et la tension. Bien évidemment, la commande de l'onduleur est caractérisée par une fréquence et une période. Alors, on a comment commander? Donc, la question qui se pose, comment commander cet onduleur? On commence par la commande qui s'appelle la commande symétrique.
quand on entend parler du mot symétrique, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se répète. On va voir qu'est-ce qui va se répéter. Alors, comme je viens de déclarer, j'ai déclaré que la période, il y a la fréquence de fonctionnement de l'onduleur, ça veut dire que ce sont les nombres de fois d'ouverture et de fermeture des interrupteurs électroniques. Donc, qu'est-ce qu'on va considérer? On va prendre une période qui est bien sûr déclarée le cahier de charge, la moitié. Donc, on va la diviser en deux. Qu'est-ce qu'on va... Alors, pendant cette moitié, on va commander K1 et K3. Quand je dis K1, regardez avec moi, K1 et K3 sont fermés. Donc, bien sûr, je garde K2 et K4 fermés. Le courant passe depuis K1 vers K3. La charge est très bien alimentée. Les interrupteurs sont parfaits. Donc, tout ce qui est en alimentation se déplace vers la sortie. Bien sûr, je suis à l'aise de dire que la tension E égale à E. Alors, donc, c'est ça. Donc, si maintenant je bascule vers l'autre moitié de commande, ça veut dire entre T sur 2 et T, ce sont K2 et K4 qui sont fermés. Alors, si je ferme les deux, je vois très bien que le courant va emprunter un chemin opposé. Automatiquement, la tension aussi va s'inverser au bord de la charge. Je me retrouve avec une tension qui est négative au bord de la charge. Donc, vous voyez très bien, si je veux retracer l'oscillogramme de la tension, entre 0 et T sur 2, par exemple, on a pris une période T égale à 20 millisecondes. Pendant 10 millisecondes, G plus E. Les 10 autres millisecondes, moins E. Donc, avec une période de 20 millisecondes, on se retrouve toujours avec une fréquence de 50 Hz. Alors, et toujours la valeur efficace, comme je viens d'expliquer au début, c'est toujours E. Alors, maintenant, on passe à la commande décalée. Cette commande décalée, elle est très différente de celle qui est symétrique. Pourquoi on l'appelle décalée? Alors, au lieu d'écrire un cahier de charge, on va suivre à partir de ce chronogramme. Regardez, entre 0 et taux, c'est un temps qui peut être 1 seconde, 2 secondes, 0,5 secondes, 4 millisecondes, ça dépend. Donc, pendant un laps de temps, regardez, seuls K4 et K3 qui sont fermés. Alors, vers le montage, si je ferme K4 et K3, donc, alors, automatiquement, c'est un circuit fermé au bord de la charge. Ça veut dire que la charge a une tension qui est nulle. Donc, voilà, je l'ai tracé entre 0 et même 0 jusqu'à taux. K4 et K3 sont fermés. La tension à la sortie de la charge est égale à 0. Alors maintenant, donc je continue, je vois très bien à ce niveau-là, on ferme K1 et K3. Si je ferme K1 et K3, le courant circule d'une manière positive vers la charge, automatiquement je me retrouve avec une tension positive. Voilà. Alors je continue, toujours K1, mais cette fois-ci c'est K2. K1 et K2, ça veut dire je court-circuite ou bien je ferme la tension au niveau de la charge, donc je vais me retrouver avec une tension nulle. Regardez, et puis il me reste K4 et K2. K4 et K2, ça veut dire l'inversion de la tension au niveau de la charge. Vous voyez? Donc c'est ça la commande décalée. Elle est très différente par rapport à la commande symétrique, car il y a des moments où la tension s'annule. La question qui se pose, pourquoi la commande décalée et pas la commande symétrique? Parce que la commande décalée, je peux contrôler ma constante du temps. Puisque je peux la varier, donc je peux varier aussi la valeur efficace de la tension. Et puisque ma charge n'est pas toujours une résistance, elle peut être un four, un moteur, donc je peux varier les grandeurs qui alimentent cette charge. Ça veut dire, s'il s'agit d'un moteur, je peux varier sa vitesse. S'il s'agit d'un four, je peux varier sa température de chauffage, par exemple. C'est ça l'avantage de la commande décalée d'un onduleur. Donc, la valeur efficace a une formule bien déterminée qu'on vous demande de retenir et qu'on ne vous demande pas de démontrer selon les niveaux d'acquisition, bien selon les directives de votre curriculum. Alors, E efficace, c'est E. Vous voyez très bien qu'il dépend de la tension d'entrée, racine 1 moins taux, qui est la constante du temps, divisée par T sur 2. Alors, vous voyez très bien qu'en réglant taux, elle peut basculer entre E et 0. Ça veut dire, si le terme taux s'annule, donc je vais me retrouver avec E. D'accord? Mais sinon, dans le cas échéant, si le terme taux qui est divisé par T sur 2 égale à 1, je vais me retrouver avec une tension efficace qui est, bien sûr, qui est 0.
Alors, pour un exemple d'application, par exemple, c'est une petite application numérique. Pour une tension d'alimentation qui est égale à 200 volts, on va mesurer le décalage. On le trouve, par exemple, 3 millisecondes. Quand on applique la formule, on trouve 167 volts. Donc, avec une alimentation de 200 volts, je me retrouve à la sortie avec 167 volts. Une petite comparaison entre les deux types de commandes, si vous voulez. Alors, donc, le tableau suivant, à deux interrupteurs, la tension d'entrée, c'est une tension qui est efficace. À la sortie, c'est toujours une tension fixe. Elle ne peut avoir qu'une commande symétrique. Pour un onduleur à pont, la tension efficace possède cette valeur. Il est réglable selon le retard à l'amorçage. Elle possède deux types de commandes, la commande symétrique et la commande décalée. Je vous remercie et on se retrouvera, Inch'Allah, avec un autre cours.